Le manager de transition intervient pas par hasard, hein. Il vient pas comme tout se passe bien. Il vient parce il y a de grandes difficultés, il y a des points qui font mal et la direction générale en prend clairement conscience. Donc on arrive déjà sur un terrain d'interrogation. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter et d'être avec Christophe Godin. Christophe Godin qui a travaillé un peu moins de 35 ans dans la presse, mais qui a une grosse expérience dans les médias. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour avoir son retour d'expérience sur un secteur qui a été en crise, qui a eu beaucoup de changements et où c'est super intéressant de pouvoir parler avec un DSI Transition là-dessus. Salut Christophe. Salut Bertrand. Alors. Écoute, oui, en effet, j'ai effectivement bossé près de 30 ans dans les médias comme responsable études, comme directeur informatique. Et j'ai vécu depuis près de 30 ans les grandes transformations, les grandes lames de changement de fond du secteur. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai quitté la presse. Okay. Pour mener les missions de transition. J'ai créé ma structure et il m'est arrivé, j'ai quand même mené une dernière mission il y a moins de 2 ans dans la presse, une mission de transition suite à un rachat-fusion de 2 sociétés. Ok. Et du coup, si on rentre dans le média et dans ce côté un peu crise perpétuelle, etc. Donc, tu as fait plusieurs missions de transition dans la presse, dans les médias. Toi, aujourd'hui, les grandes crises que tu as vues ou les grands changements dans ce média-là, nous, on les a tous connus peut-être d'une manière plutôt de consommateur ou tu vois une vision peut-être de l'externe. En interne, ça veut dire quoi? C'est quoi une crise dans les médias ou c'est quoi ce côté presse qui change ou mutation? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que moi, la presse, depuis les années 2000, je l'ai toujours connue en difficulté, on va dire, structurelle. Ça a eu des conséquences sur les moyens que la presse n'a pas mis à la hauteur, je dirais, de ses ambitions. Donc ça, c'est un premier point. C'est un secteur qui a toujours bénéficié aussi de subventions, d'aides de l'État pour les maintenir à flot. Et je trouve que ça les a toujours maintenus dans une posture, moi que j'appelais défensive à l'époque. C'était un peu le frein à l'innovation, c'est-à-dire qu'on on te met sous perfusion et puis finalement pourquoi changer ça? Tous les ans, tu as ta petite perfusion, tout va bien, tu es dans ton petit confort. Donc ça, pour moi, c'était un élément assez différenciant des autres secteurs d'activité que j'ai pu connaître par la suite. Donc cette espèce de dépendance. Ça, c'est le deuxième point. Un point important, c'est la consommation, tu l'évoquais, la consommation d'informations du public qui a quand même changé ces 15 dernières années avec l'émergence des GAFAM, qui a, je dirais, un peu déplacé le modèle. Avant, on était quand même sur une information descendante, très hiérarchisée, valorisée par des plumes. Il y avait un secrétaire de rédaction, il y avait tout un comité de relecture. Aujourd'hui, ces informations sont relayées par des grosses sociétés du numérique qui font de la syndication, qui font un peu du nivellement, du hachage d'informations, et du coup les entreprises de presse ont perdu un peu leur identité, leur particularité, leur plume également, au profit
de contributeurs intervenant tous azimuts, 360 degrés. Donc voilà, on arrive à une information qui n'est plus différenciante et on la consomme. Et du coup, ça a remis quand même pas mal en cause les modèles établis des groupes de presse des années 60, 70 qui fonctionnaient comme des vrais référents, un peu des penseurs. Voilà, ça c'est un point que je trouve important et qui a marqué un peu le déclin de ce secteur. La consommation qui change ou l'arrivée de nouveaux acteurs? Parce que tu vois, c'est un peu lié, mais c'est pas les mêmes choses non plus. Oui, mais je pense que ce sont les deux. La consommation change parce qu'on te propose d'autres moyens de consommer. Ça, c'est le côté utilisateur final. Et de l'autre côté, effectivement, ceux qui produisent l'information doivent tenir compte de ces nouveaux médias. Aujourd'hui, tu consommes sur ton téléphone, tu consommes sur des chaînes TV et web, tu consommes sur des journaux. Il y a eu l'apparition dans les années 2005 des gratuits livrés, proposés à l'entrée du métro, pour ne parler que de Paris. Ça aussi, ça a été une petite révolution. On a vu l'émergence de groupes de presse qui n'existaient pas, dont le modèle était basé sur la gratuité et la publicité. Et du coup, ça, en fait, c'est des changements qui arrivent. Bon, on parlait de 15 ans, mais ils arrivent. Il y en a plusieurs structurels qui sont massifs. Changement de consommation, créateurs de nouveaux groupes de presse sur des modèles économiques complètement différents, des modèles des entreprises numériques qui n'ont pas besoin d'être rentables pour pousser un modèle qui peut-être un jour sera rentable ou jamais, mais dans tous les cas, est noie là-dessus. Et toi, en fait, en tant que manager de transition et quelqu'un qui va accompagner la réussite de la société, en fait, ces crises-là, elles impactent la vision de la boîte, j'imagine, la direction, il y a des doutes. Comment en interne ces crises, ces changements, ils sont vécus? Est-ce que il y a de la rébellion? Est-ce qu'il y a des gens qui partent du bateau parce qu'ils y croient plus du tout? Est-ce que c'est une itération continue pour trouver son modèle? Enfin, tu vois, comment c'est parce que tu te sens attaqué de partout, ça doit pas être évident non plus en termes d'équipe. Alors moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est souffrance. Je pense que les équipes sont en souffrance dans ces organisations. Elles le sont parce que, comme je le disais précédemment, les modèles ont changé, les revenus ont diminué, la pub s'est cassée la gueule. Donc, il a fallu trouver d'autres ressources, d'autres gisements financiers. Et ces gisements financiers, sont des investisseurs, sont des gens qui travaillent sur des ratios financiers, qui ont besoin de performance et qui procèdent à des arbitrages pas toujours bien perçus par les équipes internes. Souvent en place depuis de nombreuses années, puisque il a été assez fréquent. Enfin, j'ai constaté des moyennes, des temps moyens dans les entreprises par les collaborateurs de près de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc effectivement, sont des transformations assez violentes qui créent de la souffrance, de la déshérence managériale, par de la réduction d'effectifs. Et cette réduction d'effectifs se fait malheureusement souvent au profit des meilleurs, ceux qui retrouvent facilement du travail, et on se retrouve avec des équipes exsangues, mal dans leur peau, en difficulté, je dirais, de compétences, parce que l'accompagnement n'a pas forcément été pris en compte par les entreprises en situation de difficulté, et ça amène à des situations humainement difficiles. Et du coup, toi, tu es un manager de transition dans ce contexte-là. Donc, tu le vois, tu le subis et tu emportes aussi une part de responsabilité dans le sens tu es là pour gérer des choses. Donc, j'imagine que c'est pas évident non plus en termes personnels, quoi. Comment tu, avec les gens qui sont restés, les gens qui sont là, comment vous avez après réagi
après que ça soit passé cette partie souffrance, sur la question de créer des choses, essayer de concurrencer, de se différencier? Est-ce qu'il y a un regain d'énergie par l'action et qui refédère une équipe où ça prend plus de temps ou non? Enfin, voilà. Alors, tu as une phase, tu as plusieurs phases dans ces transformations. Tu as déjà la phase j'apprends que ma boîte est rachetée, donc il y a un peu la sidération, il y a le monde s'écroule. Donc ça passe par une grande phase dépressive. Ensuite, il y a une prise de conscience. Et c'est dans cette prise de conscience qu'il faut être force de proposition, il faut être près des équipes. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les DRH sur ces sujets-là. Parce que c'est leur job et ils transforment généralement les propositions, les suggestions d'amélioration en des opérations concrètes d'accompagnement, de bilan de compétences, de formation. Et dans les situations, non pas les plus extrêmes, mais propose également un plan de sauvegarde d'emploi avec, on essaie de préserver les équipes autant que faire se peut. Donc c'est la deuxième étape qui est toujours l'étape compliquée. Et une fois que je dirais que la pilule est avalée par les collaborateurs et qu'on a identifié les personnes avec qui reconstruire, là, généralement, revient une énergie assez positive. Même si elle est quand même abordée avec pas mal de suspicion, moi, j'arrive à reconstruire des équipes avec des objectifs, avec aussi quelques leviers, hein, comme on parlait de formation, de positionnement aussi dans l'organisation, faire évoluer les gens, redonner du contenu à leur poste, les récompenser, travailler aussi sur des augmentations salariales avec les équipes restantes. Et puis, donc ça, c'est une étape également. Et dans ces transitions, ces transformations, on fait toujours appel, puisqu'il y a réduction de personnel, on fait toujours appel à des sociétés extérieures qui reprennent en charge différents services. Alors moi j'évite toujours de confier à des tiers ce qui est plutôt cœur métier, mais sur des services support, sur des services connexes, je dirais, on arrive à le faire. Donc il faut aussi mettre les équipes dans ce schéma de fonctionnement, et ça c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois. C'est vraiment pas quelque chose dans lequel on bascule immédiatement. Ok, d'accord. Et donc du coup, après, quand tu as fait ça, et donc du coup, les médias sont en crise, donc il y a des rachats, etc. Parce qu'il y en a qui vont mal, il y en a qui vont mieux, enfin voilà, ça se consolide, etc. Donc il y a des personnes qui étaient là depuis très longtemps qui s'y retrouvent plus, qui partent, des gens que tu changes, que tu aides à faire grandir, qui sont là. Et ensuite, après la période de la réaction, donc maintenant, vous êtes nouveau, vous faites partie d'un nouveau groupe, il y a des nouvelles offres, des nouvelles façons de faire. Et donc du coup, là, vous attaquez à des nouveaux projets ou des produits, je ne sais pas comment les dire, pour vous positionner dans ce nouvel contexte, excusez-moi. Et donc du coup, là, vous faites des projets qui sont innovants, qu'ils n'auraient jamais fait, etc. Et j'imagine que c'est là, par exemple, où on a pu commencer à avoir des applications mobiles avec des bons abonnements, des vraies applications mobiles, etc. Ou d'autres choses. Comment après ces nouveaux projets, en fait, tu les lances? Est-ce que ça redonne du gain, de l'énergie aux personnes qui sont là? Parce qu'en même temps, j'imagine que tu fais appel aussi à des prestataires externes parce que tu as un manque de compétences aussi. Tu vois, comment ça se passe? La feuille de route, elle est quand même guidée par la direction générale qui propose ces nouveaux modèles. Donc c'est vrai que je suis plutôt en écoute là de l'expression du besoin, l'analyse de la trajectoire du nouvel actionnaire. Un point qui est important sur des fusions de groupes presse,
c'est généralement un rassemblement de plusieurs titres. Donc, il y a le problème de la culture de chaque titre et la particularité de chaque titre qui doit, autant que faire se peut, être respectée. Donc ça, c'est un enjeu de direction des rédactions, direction générale. Une fois que le chemin est tracé, que les alignements commencent un peu à prendre forme, là, on peut travailler sur, je dirais qu'une fois que l'adhésion au projet est faite, on peut commencer à travailler sur les méthodes, sur l'outillage, et l'informatique, effectivement, a son rôle à jouer. Un des aspects très importants dans les réorganisations, c'est la gestion du contenu, enfin la gestion des marques, la gestion du contenu. Et les différentes sociétés pour lesquelles j'ai pu travailler ces dernières années ont basé leur offre sur des outils de gestion de contenu, on appelle ça du content management, qui a pour intérêt de pouvoir travailler sur des assets, sur du contenu qui se décline à travers différents médias, que ce soit du média papier, du média web, du média mobile, du média TV. Et c'est un peu toute la difficulté de faire passer ce type d'outils, parce que c'est perçu par les rédactions, et notamment les rédactions print historiques, qui sont des gens qui viennent de l'industrie. Il y en a pas mal qui étaient quand même de l'industrie des années 80-90, qui sont restés sur les valeurs un peu de cette de l'avant révolution numérique, et qui ont un peu du mal à bouger quand même sur ces nouveaux paradigmes. Donc il y a une difficulté à les faire adopter ces nouveaux processus de fabrication de contenu. Ce que tu veux dire, c'est que en gros, eux, et pour être sûr de comprendre, hein, c'est que eux, ils avaient l'habitude d'écrire un contenu et avec une certaine valeur, façon de faire, etc. Et aujourd'hui, quand tu écris un contenu, il faut que tu penses qu'il va être diffusé sur ordinateur, qu'il faut du SEO, il faut qu'il y ait du visuel parce que sinon c'est pas lu, et qu'il y a des contraintes de forme, on va dire, qui sont aussi importantes, enfin pas aussi, mais qui sont importantes par rapport au fond. Et ça peut être perçu comme ah oui, mais en fait le fond du coup on s'en fout maintenant, c'est une baisse de qualité, et donc du coup il peut y avoir une réaction un peu en opposition, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Exactement. Et alors du coup, si je tire le trait jusqu'au bout avec tout ce qu'on voit maintenant dans l'intelligence artificielle sur la rédaction de contenu, etc., ça va être l'enfer, ça. Ah bah oui, tu as besoin de moins de personnel finalement, hein. Tu as des algorithmes, tu as des moteurs qui vont faire du déductif, ce qui est quand même grave, parce que là, on arrive sur de la pensée unique, sur des réflexions complètement formatées, et qui peuvent servir effectivement là une cause, hein, plus ou moins louable. Oui, non, clairement. C'est un sujet épineux. Je dirais pas, je ne veux pas aller plus loin dans cette équation. Non, mais c'est vrai, ça peut poser pas d'autres questions. Ok, donc d'accord. Et donc du coup, ok, donc je comprends mieux. Mais du coup, juste pour être certain, donc tu parlais là de la rédaction, tu vois, sur le changement là-dessus, sur les outils numériques créés pour le consommateur, donc quelque chose qui ne change pas les outils en interne, c'est-à-dire la façon d'écrire, etc. Mais vraiment, tu sais, tout le côté comment le consommateur final va acheter, va consommer, donc les applications mobiles, etc. Moi, j'imagine que tu as vécu la révolution de il y avait un site web un peu pas du tout optimisé mobile. Ah, il nous faut une application native super bien, avec des taux de chargement qui sont rapides, avec une capacité de faire de l'Apple Play, etc. Toute cette partie-là, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, parce que c'est le côté sympa d'après la crise. C'est-à-dire que tout le monde commence à avoir un téléphone dans sa poche, les gens se disent, ah, mais ça pourrait être génial, et toi, tu fais partie du nouveau projet que tu as envie, enfin, tu vois, si tu es dans la presse, tu as envie de faire partie de ce projet-là. Moi, c'est ma vision de l'externe, mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Comment ça s'est passé? Comment les équipes l'ont pris, ce type de projet-là? J'ai connu à la fois des patrons de presse qui étaient pour la gratuité totale sur les médias numériques, d'autres qui étaient… Alors, quand on dit gratuité pour le lecteur, ça veut dire que le modèle économique, c'est je me finance par la publicité. D'autres étaient des fervents défenseurs de l'abonnement, à l'instar
d'une édition papier. Et d'autres étaient sur des modèles hybrides. C'est-à-dire, je consomme à la gorgée, je consomme quand j'en ai besoin, je rentre effectivement, soit je prépaye, je m'abonne, je remplis mon porte-monnaie, et puis au fur et à mesure de ma consommation, mon porte-monnaie se vide. Donc voilà, il y a eu un peu ces trois modèles, et pour être tout à fait clair, dans les années 2010-2012, vraiment le modèle se cherchait, et en l'espace de 2-3 ans, j'ai pu vivre les trois modèles dans les mêmes groupes de presse. On était gratuit, on est passé sur l'hybride, on est passé à la consommation. Voilà, donc j'ai pas moi de théorie particulière. Après, c'est vrai que sur la partie IT, bon, c'est problématique. Enfin, c'est pas des problématiques IT, c'est plus des problématiques de responsables, les CDO, hein, c'est leur qui travaillent sur le référencement, sur l'analyse comportementale, qui font voilà. Mais c'est un sujet moi que j'ai pas développé sur la partie front-end. Ok. Et est-ce que du coup, c'est des projets que vous considérez cœur de métier, que vous avez internalisé et que c'est les équipes qu'on fait, ou ça a été externalisé parce qu'initialement, c'était pas vu comme cœur de métier et après internalisé, comment ça s'est passé? Non, ce sont des cellules digitales qui ont porté ces sujets-là. Ok. Alors, les premiers pas sont faits en co-construction, enfin, en tout cas avec l'appui de sociétés extérieures, parce que les technos étaient quand même innovantes et pas encore maîtrisées par les équipes internes. Mais très vite, dernières expériences remontent là à 2018, dans un groupe important sur Paris. Les équipes ont été totalement internalisées, que ce soit côté front ou back. Ok, donc maintenant, ça fait partie du cœur de métier de maîtriser la qualité de la consommation. Clairement, hein, je veux dire, c'est la donnée, l'information, sa déclinaison, c'est cœur de métier des groupes de presse. Ouais, non, mais ça a pu faire l'objet j'imagine, de discussions à des moments donnés de quel est notre cœur de métier. Est-ce que c'est la création du contenu, sa distribution ou pas? Et en fait, à un moment donné, c'est un peu imbriqué. Ok, non, d'accord. Et donc, du coup, par rapport à ces crises et humainement, et enfin, tu vois, autant en termes humainement, en termes des équipes, en termes de tout ce côté itératif, tu parlais du modèle économique, etc. Enfin, tu vois, c'est une crise, enfin, ce sont des crises assez importantes et diverses. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui de ce management de crise-là, de la temporalité? Tu as parlé un peu des équipes sur la question de la souffrance et de comment ça se passe avec les trois étapes, ça c'était très clair. Je sais pas, sur d'autres thématiques du type, par exemple, par rapport à la direction générale, quand c'est des crises, une direction générale, elle se cherche aussi. Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Bah moi, j'en retiens qu'il a fallu faire face ces dernières années à un actionnariat en recherche de performance économique, donc il a fallu parler le même langage. Okay. Travailler sur roadmap, budget, priorisation. Ça, c'est un des enjeux forts de nos missions aujourd'hui, mais je pense qu'elle n'est pas propre à la presse, moi qui interviens aujourd'hui pas mal dans le secteur public. C'est quelque chose aussi qui est très émergent. Donc avoir ce discours qui donne de la perspective aux directions et leur donner les moyens aussi d'arbitrer, puisqu'encore une fois, les DSI, nous sommes de modestes artisans, si je puis dire. On réalise pas mal de choses, mais pour le compte d'une entreprise, on soutient une stratégie. Donc, il faut donner vraiment les moyens à cette direction, aux métiers, de porter leur propre transformation, de faire les bons arbitrages et charge à la DSI après de les aider à formaliser, à faire le lien avec tout l'écosystème technique, télécom, enfin tout ce qui va bien pour que le service soit rendu. Ce que tu veux dire, c'est que dans ces crises-là,
ça touche plein de parties prenantes de l'organisation Mm. et que toi, tu dis que ton rôle en tant que DSI ou DSI transition, c'est de donner la visibilité, la compréhension de l'état de l'art, de l'état des lieux, de ce qu'il y a, de ce qui pourrait être fait, etc. Mais et de leur donner le moyen de eux-mêmes prioriser, de choisir et que ça, c'est un travail qui est important pour sortir de ces crises-là, c'est ça? Oui, absolument. Ok. Donc, un DSI pédagogue et transparent. Oui. Ok. Donc, premier point. Second point, et c'était un peu ma question initiale, j'aurais aimé avoir ton avis sur, tu vois, la direction générale, des fois, c'est un peu vu comme la parole de Dieu, quoi. Hein. Voilà, il y a un grand programme de transformation, ben, faut le faire, on va le faire. De toute façon, c'est les boss. Mais en même temps, dans ces Mm. périodes de crise où tout part, bon, ben, la direction générale, elle peut aussi être un peu moins sûre d'elle, on va dire. Est-ce que tu as un enseignement ou pas du tout, hein, ça se trouve, ma question est complètement à côté ou déplacée, mais est-ce que tu as vu un changement d'attitude ou une façon de faire différente avec les directions générales quand tout le monde accepte le fait que c'est incertain à tous les niveaux? Le manager de transition intervient pas par hasard. Hein. Il vient pas quand tout se passe bien. Il vient parce qu'il y a il y a de grandes difficultés, il y a des points qui font mal, et la direction générale en prend clairement conscience. Donc on arrive déjà sur un terrain d'interrogation. J'ai souvent parlé des 3-5, hein, c'est 5 jours pour comprendre l'organisation, 5 semaines pour proposer des solutions et 5 mois pour mettre en place des premières actions. Donc il faut qu'on aille vite, qu'on comprenne et qu'on donne à cette direction générale toutes les cartes pour décider. Les métiers sont impliqués dans cette stratégie. Moi, les présentations que je fais, rapport d'étonnement, par exemple, au bout de quelques semaines, quand je démarre une mission, avec des pistes, des orientations, je le fais toujours en COMEX. COMEX, ça réunit les 3-4 instances gouvernantes de l'entreprise. Donc les métiers les directions métiers sont complètement partie prenante. La priorisation, moi je suis incapable. Je ne viens pas généralement avec une connaissance métier, je viens avec une connaissance de transformation. Donc je prends le métier, je le découvre, mais je ne suis pas un expert métier quand j'arrive dans mes missions. Donc l'arbitrage métier, il est fait par le métier, mais avec un éclairage global, puisque le DSI et son PMO ou son responsable domaine applicatif a la vision transverse de tous les projets. Donc on peut effectivement, au vu des charges, au vu de la complexité, dire il faut plutôt mettre l'urgence là-dessus parce qu'on a besoin de faire de l'économie, vous avez besoin de faire de l'économie, on va plutôt privilégier sur le court terme des projets qui vont générer du cash et travailler sur des projets d'infrastructure ou des projets plus je dirais, qui nécessitent plus d'investissement sur le long terme, on les diffère. Donc il y a toute cette priorisation, et pour la faire, il faut être clair, il faut être transparent. Moi, je suis agnostique, c'est-à-dire que je refuse de faire des recommandations, enfin des choix. J'essaie d'éclairer le plus possible en mettant point fort, point faible pour chacune des solutions, mais sans jamais laisser trop transparaître mes choix personnels. Ok, donc en gros, tu fais en sorte que la direction générale et les métiers puissent avoir les cartes en main d'une situation qui était un peu embrouillée partout et toi, tu arrives à la reclarifier, mais de toujours être en retrait dans ces choix-là pour pas être partie prenante et que c'est vraiment leur responsabilité parce que dans ta position de DSI transition, tu n'as pas le recul métier, business nécessaire pour ça. Ok, donc ça, c'est aussi un bon apprentissage d'avoir la bonne posture aussi, donc du coup, le Oui, bon ça. niveau Oui. de l'action. Ok. Et au niveau, du coup, dans les crises aussi, sur la question, donc du coup, tu parlais un petit peu, tu vois, du coup, il y a des grands achats, des grandes fusions-acquisitions, parce que du coup, l'entièreté du secteur change, etc. Toi, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment eu un avant et un après, donc du coup,
après tous ces rachats, une nouvelle culture d'entreprise dans tous les secteurs, dans tout le secteur. Est-ce que en fait c'est un changement global de culture de travail dans tout le secteur, de toutes les boîtes qui se sont consolidées, parce que cette épreuve-là a marqué tout le monde? Est-ce que c'est un reset global du secteur en fait? Les grandes périodes de transformation que j'ai vécues dans la presse, c'était la pleine période de l'ubérisation. Donc là, il y a eu aussi un phénomène de mode. Il y a un certain nombre de patrons que j'ai connus qui surfaient sur cette vague-là et qui voulaient d'ailleurs passer tout en mode opéré, en mode je paye à la consommation, inutile de mobiliser mes grosses infras, mes gros logiciels cathédrales. Je veux des choses simples, je veux des produits étagères avec une remontée des compétences métiers dans les BU. Donc ça a été vraiment une mutation forte et que je confirme aujourd'hui, enfin que je constate dans des secteurs très très différents. Et ça s'est traduit quoi dans les DSI? Effectivement, ça a été le début du basculement d'organisation ou d'infrastructures internes vers des services opérés par des tiers. Alors on parle de SaaS comme Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Donc ça a été effectivement le démarrage et aujourd'hui on est dans cette dynamique, même si moi je pondère quand même beaucoup les choses. Il y a des services métiers, il y a des complexités métiers qui doivent être étudiés en profondeur avant de décider de les confier à un tiers ou de les mettre finalement dans le nuage. Je pense que tout ça doit se faire avec beaucoup de discernement. Mais cette vague de fond a clairement a démarré à ce moment-là. Et j'ajouterais, pour terminer sur ce sujet-là, c'est que entre 2005, 2015 ou 2003, 2010, peut-être ces années-là, il y a eu les groupes de presse se sont rachetés. Il y a eu également une croissance assez forte chez certains par l'acquisition externe, et ça a été une superposition des systèmes d'information de chaque groupe racheté. Et comme encore une fois la presse, les médias sont en crise, étaient en crise structurelle et je pense le sont encore. Il a été difficile pour eux, pendant cette période de croissance externe où on rachète des titres, de se poser et de permettre aux DSI de faire un peu le tri dans leur SI. Ce travail qui n'a pas été fait, et au bout de quelques années, on est arrivé à gérer des cathédrales, des espèces de systèmes que plus personne ne maîtrisait, parce que toutes les compétences au fil de l'eau sont parties. Et il était bon de faire aussi table rase pour repartir sur des solutions modernes, plus novatrices et plus simples à gérer. Ok, d'accord. Et donc du coup, je comprends ce que tu dis sur le changement global, enfin, la direction générale. J'ai compris aussi ce que tu disais sur le fait de dire, en fait, la dynamique à un moment donné de cette crise-là, c'est des rachats successifs. Donc en gros, on achète, on consolide. Puis à un moment donné, on arrive sur une nouvelle dynamique où en fait, bon, ça s'est calmé. Et là, en fait, il faut aussi reconstruire en interne parce que du coup, on a racheté. Mais en fait, il y a une crise sectorielle, mais il y a des cycles à l'intérieur humains. On parlait des départs, les nouvelles personnes, comment on fait. Il y a plusieurs cycles en fait dans toutes ces crises-là. Le dernier dont tu parles, c'est à la fin de tous ces rachats-là, les équipes sont là, on a créé des projets, etc. On en a créé beaucoup. Mais en fait, maintenant, il faut recliner tout ça parce que ces périodes un peu folles de changement très rapides et structurels, en fait, on a aggloméré pas mal de choses entre elles sans réfléchir sans avoir le temps de bien penser les choses en termes d'architecture, et donc du coup, on va le payer. Et donc du coup, ces crises-là, elles sont aussi, ce que tu dis, ce que j'entends, c'est créateur d'un legacy assez fort technique qu'il est nécessaire de cleaner à posteriori de tout ce changement-là, c'est ça?
Ouais, c'est une bonne synthèse. Tu as fait une très bonne synthèse. Oui, oui, c'est vraiment ça. D'être sûr d'avoir bien compris parce que Ouais, ouais, c'est, non, c'est c'est, ça, c'est ça. Si c'est- tu veux, il y a eu un empilement, il y a des empilements, et il y a un moment, tu peux plus le maintenir, c'est pas possible. ok. Et, Maintenant, et quand tu vois ce que tu as vu, on n'en a pas trop parlé, mais bon, voilà, le changement de consommation quand même, le mobile, etc., tu vois, acheter, etc. Moi, je suis pas encore satisfait des titres de presse. Tu vois, moi, je t'avais dit, je suis abonné au Monde, mais hum, des fois, j'aimerais bien pouvoir acheter un article Les Échos sur l'application, mais en fait, c'est le bordel et tu peux pas le faire rapidement, etc. Bon, passons. En gros, il y a encore quand même des grosses évolutions à faire. Clairement, ça, c'est pas fini. Mais si on parle maintenant des autres secteurs, donc pas les secteurs où tu as évolué, tu vois, la banque, l'assurance, etc., qui ont en fait aussi des grosses révolutions. Est-ce que hum. toi, en parlant avec tes collègues des sites transition, etc., est-ce que tu vois les mêmes cycles que ce que tu as vu dans la presse en termes en interne, en externe, les rachats, etc., dans d'autres secteurs? Est-ce que la majorité c'était très orienté, très lié à ton contexte, enfin le contexte de ton secteur, ou non, au contraire, c'était 80% sur les secteurs, c'est la même chose, et du coup, il faut s'attendre pareil dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la santé, etc. C'est quoi ton opinion là-dessus? Mon opinion, je parlais tout à l'heure du secteur public. Ça fait peut-être 1 an et demi maintenant, 2 ans que j'interviens dans le secteur public, et je constate ces mêmes difficultés, cette même souffrance aussi des équipes IT, des équipes informatiques. Leur, le secteur public, alors je parlerai plutôt de la territoriale, euh, sont des secteurs qui se sont vus ces dernières années devoir s'opérer de façon assez indépendante. Et donc, ils ont construit, je parlerai des années entre 2000, ces 7-8 dernières années, ils ont construit des SI assez complexes pour répondre aux besoins des usagers, des SI très modernes, enfin très innovants, mais basés sur des compétences internalisées. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans la même difficulté, avec en plus quelques handicaps, notamment sur le niveau salarial, c'est-à-dire que tu n'as pas des salaires très élevés, donc il y a un turnover très important dans ces organisations, et ils se retrouvent à devoir gérer des crises déficitaires de personnel, avec potentiellement des risques sur la production et le maintien en condition opérationnelle. Donc je le vois c'est un autre contexte, mais je vois que finalement, les expériences rachats multiples, fusion, acquisition, éclatement de sociétés, empilage, tout ça amène à un moment à des grandes complexités techniques qui font des DSI, des espèces de bêtes noires à qui on ne sait pas trop parler. Et il, le pas aujourd'hui, c'est vraiment de redonner c'est de simplifier ces organisations, c'est de donner de la transparence, on l'évoquait tout à l'heure, redonner des métriques aux décideurs qui sont un cran au-dessus, pour justement ne plus être dans ces situations de crise successives qui coûtent cher aux organisations. Je parle du public, c'est l'argent du public, et là il y a effectivement une conscience de la part des maires ou des directions opérationnelles de ne pas dépenser inutilement l'argent public. Et je crois que là, il y a un vrai travail à faire. Toutes les organisations sont dans ce mouvement. Moi, j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun. Pardon. Les assurances, on en parlait tout à l'heure. Bon, moi, je ne vais pas nommer, mais j'ai basculé, j'ai changé d'assureur il y a 3 ans maintenant. Et je me rends compte que les applications qui sont proposées par les assurances aujourd'hui pour gérer tes contrats, gérer tes sinistres, voir un peu où tu en es, c'est quoi ta couverture, etc. C'est d'une opacité absolument phénoménale, quoi. Les banques, on pourrait dire aussi un peu la même chose, même s'ils font un travail
un effort important pour rendre facile d'accès finalement la gestion de son argent. Mais voilà, on sent qu'il y a encore beaucoup d'écueils. On cherche beaucoup de cobolistes aujourd'hui dans le secteur bancaire. Je manage une équipe, un gars qui est plutôt très bien placé dans une organisation moderne qui démissionne pour rentrer dans une organisation qui travaille beaucoup avec des cobolistes sur des anciens systèmes de chez IBM modernisés, mais voilà, sont des technologies qui perdurent et qui montrent bien la difficulté aussi pour ces grands groupes qui ont des millions de lignes de code à pouvoir bouger leurs lignes tout en restant dans une économie de fonctionnement respectable. Ok, mais du coup, ton point, c'est pour être sûr de comprendre, c'est parce que les organisations, tu vas parler des agglomérations, fusionnent avec les super agglomérations à village, donc du coup, il y a des regroupements un peu comme des fusions-acquisitions, enfin, c'est une analogie, qui génèrent en fait ce truc-là, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des contextes structurels qui changent, qui amènent les gens à se remettre en question et que du coup, ils n'ont peut-être pas des fois les moyens pour le faire, du coup, ils sont obligés de se regrouper entre eux. Est-ce que c'est toujours ces mêmes cycles-là, et donc externes, et après des cycles pareils en interne, c'est-à-dire les gens se retrouvent dans un contexte qui bouge trop, des organisations qui fusionnent, une perte de sens ou une difficulté à comprendre, des départs plus ou moins, une difficulté à repenser son travail différemment, et après en plus d'être accompagné aussi dedans, c'est pas qu'une difficulté à comprendre, mais des fois c'est aussi des difficultés à le vivre parce qu'on n'est pas accompagné. Tous ces cycles-là, toi tu les as revus un peu de manière similaire, c'est ce que tu disais. Oui, dans le secteur public, ce qui est important, c'est l'émergence de tous les outils connectés aujourd'hui qui nous entourent, qui modifient complètement le rapport aux administrations. Donc, un simple outil, une borne, un capteur qui va se trouver sous ta place de parking voiture et qui va détecter si tu as payé au bout de 30 minutes, etc. Tout ça, c'est vraiment des sujets d'infrastructure. Enfin, il y a des sujets de politique, mais je ne parlerai pas de ça. Mais il y a des gros sujets d'infrastructure qui sont derrière. Le regroupement, effectivement, un peu à l'instar du privé, le regroupement des organismes publics s'opère aujourd'hui. Donc, il y a aussi des enjeux de transversalité, d'optimisation, trouver des schémas communs, des technologies partagées pour mettre, que ça soit une communauté de communes, une commune, les mettre en ordre de marche ou en tout cas les orienter dans la même direction. Le dernier point, c'est que les équipes, il y a quand même une disproportion ou une dissonance entre l'évolution de la société du numérique et les pratiques dans les entreprises. Donc, ce qui amène parfois, voilà, même très souvent, à stresser les équipes internes, à les mettre dans des postures quand même difficiles parce qu'ils ne sont pas capés, ils ne sont pas formés, ils sont en dessous du nominal en termes d'effectifs pour répondre à ces enjeux-là. Et quand tu as un écart trop important entre la gouvernance d'entreprise et puis finalement le travail réalisé par les opérationnels, ça craque au milieu, ça tire entre les deux et ça craque. D'où l'importance aussi, c'est un de mes leviers, c'est d'introduire la gouvernance projet dans les entreprises, dans les missions de transition. En fédérant les métiers, en apportant, en prêchant un peu la bonne parole, mais en amenant aussi du process, de l'outillage, des recommandations d'outils qui, généralement, je les mets en POC, en test au sein des équipes de la DSI quand celles-ci ne sont pas dans cette dynamique projet. On les met en place côté DSI, ensuite on les étend sur les directions opérationnelles en identifiant des référents, des gens qui sont un peu
voilà, intéressés par le mode projet. Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait le lien entre une direction générale qui est parfois un peu loin des réalités et puis son activité qui est formatée, mesurée avec des indicateurs et ça aide également à l'arbitrage. Ok, trop cool. Bah, je te montrerai Ersas, comme ça tu me diras ce que t'en penses. Non, mais ok, trop bien, Christophe. Bah, écoute, c'est top. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a pris le temps que tu nous parles bien de ce que tu as vu, de ce que tu as appris aussi, de parler un petit peu de ce que tu vois, toi, en termes de cycle et voilà, d'analogie par rapport aux autres secteurs. Ça permet de se rendre compte aussi en tant que consommateur, on peut des fois voir une crise et être un peu frustré que voilà, ça change pas assez vite, etc. Mais qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a des gens et des équipes derrière qui vivent aussi les crises de manière différente de l'intérieur et que c'est pas évident pour elles. C'est super intéressant aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté ta posture, ton rôle, ton regard même sur ton métier par rapport et cette humilité par rapport aussi aux enjeux dans lesquels tu rentres et dans lesquels tu vas participer et que tu sais que tu arrives dans un contexte difficile pour les gens. Et je trouve que l'humilité du manager est des fois un peu oubliée, ou voire même inexistante de temps en temps, et que ça fait du bien aussi à entendre quand on entend aussi la difficulté de ce que les équipes ont à vivre dans des mouvements qui les dépassent en fait et qui dépassent complètement même leur entreprise et qui sont au niveau d'un secteur. Et je trouvais ça rafraîchissant. Donc merci pour ton retour d'expérience, c'était super intéressant. Bah écoute, c'était un plaisir partagé. L'animation était à la hauteur de notre débat. Je t'en remercie pleinement. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!